Alors le cash sera-t-il remplacé par les crypto-monnaies avantageusement ou non? On en parle avec Adrien Hubert, directeur général de SmartChain, un centre de recherche et développement sur les blockchains publiques. Adrien Hubert intervient aussi en tant que conseil auprès de l'application Easy Wallet pour encourager le paiement en crypto-monnaie en France et en Europe. Autour de la table également Alexandre Tchatchenko, cofondateur de Blockchain Partner, qui vient de rejoindre la société d'audit et de conseil KPMG France. Et vous êtes désormais le directeur blockchain et crypto actifs. Alors on vous trouve également à l'origine et au conseil d'administration de l'ADAN, l'association pour le développement des actifs numériques. Et par visio, nous avons Sébastien Couture qui est justement le directeur de la communication à l'ADAN. Il est animateur aussi du podcast dédié à l'écosystème crypto-blockchain Epicenter. Bonjour à tous les trois. Je voulais qu'on démarre peut-être pour rappeler dans quelle effervescence on est en ce moment autour des crypto-monnaies. Qui veut prendre la parole? Là, on est à la veille d'une introduction en bourse de Coinbase, qui est une énorme place de marché de crypto-actifs. Adrien? Alors oui, aujourd'hui est le lancement de Coinbase, qui est l'une des sociétés pionnières dans la crypto-active, dans la crypto-monnaie. Donc qui se lance en bourse aujourd'hui. La valorisation des derniers chiffres est proche de 150 milliards de dollars. Donc, pour qu'on ait une référence, c'est l'équivalent de quoi? C'est plus que qui? C'est la troisième banque en termes de valorisation qui est cotée. Et pour bien comprendre la force de Coinbase, c'est plus de 10 millions d'utilisateurs par mois qui s'ajoutent à la plateforme depuis 3 mois, depuis l'annonce de l'introduction de l'IPO. Et donc ça crée cet effet de souffle et ça crée les performances dans les cryptoactifs que l'on retrouve aujourd'hui, sur lequel le Bitcoin a atteint 64 000 dollars. Et donc ça c'est la valorisation au plus haut, hein, c'est ça? C'est le plus haut et ça apporte un souffle et une institutionnalisation de cet univers des crypto-monnaies, cryptoactifs. On a aussi l'effet Starbucks qui accepte désormais les paiements en Bitcoin. C'est un marché bouillonnant. Je ne sais pas si c'est une bulle. Il y a toujours des effets de bulle, c'est-à-dire que le marché aujourd'hui et le cours des crypto-monnaies a une certaine volatilité sur le court terme. Mais en fait, ce qui compte, c'est regarder la tendance. Et la tendance, elle est haussière. On va dire, peu importe la bulle, on peut avoir un crash de 20% demain qu'on restera dans une tendance haussière. Donc, ce que témoigne Coinbase, on le rappelait tout à l'heure, mais effectivement, c'est une valorisation qui est supérieure à n'importe quelle banque européenne, par exemple. En termes d'utilisateurs au total, on est à 56 millions d'utilisateurs, je crois, si je regarde bien les chiffres. Donc c'est plus ou pareil que n'importe quelle banque européenne. Donc aujourd'hui, ce que ça symbolise, c'est la sortie de l'état de marché de niche, en fait. C'est-à-dire qu'on passe d'un marché de niche, d'un truc de geek, à, en fait, c'est plus gros qu'une banque européenne. Et donc ça, c'est assez impressionnant. Et alors, bulle ou pas, ça, évidemment, l'avenir le dira sur le court terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, à la différence des années 2017-2018, où il y avait déjà eu une bulle, à l'époque, qui avait monté jusqu'à 17 000 dollars, 18 000 dollars le Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, cet engouement, il n'est plus mené par les particuliers. C'est-à-dire, il n'y a plus de queue de particuliers devant des comptoirs à Bitcoin. Mais à l'inverse, sur Coinbase, plus de la moitié du volume est fait par des institutionnels, des corporates, qui vont sécuriser leur trésorerie. On a vu Tesla, on a vu MicroStrategy, on a vu d'autres entreprises le faire. Donc c'est beaucoup plus soutenable parce que ces entreprises-là, lorsqu'elles font une lettre à leurs actionnaires, en fait, elles disent pas on a prévu de sortir dans 2 mois. Elles disent généralement on a prévu de détenir ça à long terme parce que le dollar finalement est une valeur qui s'affaiblit vu les politiques monétaires actuelles et donc beaucoup plus soutenable d'un point de vue de la tendance justement sur les cours. Alors, j'ai envie d'interroger Sébastien Couture sur un sujet que j'ai adressé vendredi dernier. C'est l'ADAN qui a mené des travaux avec l'industrie des cryptoactifs, mais aussi l'industrie bancaire et les autorités françaises pour trouver des moyens d'améliorer les choses, d'améliorer les transactions avec les banques. Et visiblement, les banques ont quitté la table des négociations. Est-ce qu'elles vont pouvoir rester longtemps comme ça dans une posture de résistance face à la montée en puissance des cryptoactifs et des crypto-monnaies? Je ne pense pas, puisque, comme l'a souligné mes copanélistes, la crypto-monnaie est sur une tendance haussière et les banques aujourd'hui doivent s'en rendre compte, surtout les banques françaises qui, comme vous l'avez souligné, se sont retirées des discussions qui avaient lieu avec l'ADAN et d'autres autorités, notamment la CPR et l'AMF. Aujourd'hui, les cryptoactifs représentent, je pense, l'avenir non seulement des paiements, mais des systèmes financiers traditionnels. C'est-à-dire que nous allons aller vers une transition sur les blockchains publiques. Et la France et l'Europe
soutenus par les gouvernements et les autorités, mais aussi par les institutions financières, doivent aller vers cette nouvelle réalité et simplement l'accepter, puisque ce qu'on voit aux États-Unis va se passer sans doute en Europe d'ici quelques années. Parce que là, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est qu'elle n'accepte pas un accès au compte bancaire. On ne peut pas faire des transactions directement en crypto-monnaie sur son compte bancaire? Ce qu'on a remarqué à la DAN, c'est ce qu'on témoigne maintenant. Je pense que mes copanélistes ont été touchés par ce sujet, c'est que les banques françaises aujourd'hui sont très réticentes à donner l'accès au compte aux sociétés crypto. Donc ça, c'est sur le côté professionnel. On a vu plusieurs fermetures de comptes, malgré le cadre réglementaire en France, qui est l'un des plus durs au monde, faut le savoir. Donc du coup, l'accès au compte pour les entreprises est souvent restreint ou interdit. Pour les particuliers, on voit aussi que les particuliers qui souhaiteraient acheter ou vendre des crypto-monnaies, selon les banques, peuvent avoir des problèmes à ce niveau-là, donc soit pour le virement vers une plateforme d'échange ou le virement revenant vers une plateforme d'échange suite à une vente de cryptoactifs. Et c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui en France, on a, je parle pour les membres de la DAN, des entrepreneurs qui sont courageux et qui conçoient un avenir des systèmes financiers sur le blockchain public et qui sont bloqués à ce niveau-là. Adrien Hubert, alors, on va entrer dans le vif du sujet à propos du cash. Vous pensez que c'est la fin programmée déjà de l'argent liquide? Alors, la fin du cash, elle est déjà programmée. Elle est annoncée. Vous en êtes sûr? C'est une certitude, on tend vers cette fin du cash programmée. Et justement, le cash a une forme de résistance, surtout en France et dans certains pays européens. Pourquoi? Parce que le cash, c'est trois choses. Le cash, c'est d'une part posséder son argent. Donc, contrairement à un compte bancaire, quand on requête l'accès pour savoir si on a le solde sur le compte, le billet, la pièce, on la possède. Deuxièmement, le cash, c'est la confiance. C'est la monnaie fiduciaire, fidus, confiance en latin. Donc on a confiance dans le fait que la valeur du billet, c'est bien 5 euros. Parce qu'intrinsèquement, sauf si c'est un faux, enfin bon. Si c'est une question de faux. Mais on a confiance dans le fait que même un faux, si c'est marqué 5 euros et il est considéré comme un vrai, il vaut bien 5 euros. Et peut être encaissé parce que c'est les pièces et les billets qui ont cours légal, qui sont dépensés. Les autres, ce ne sont que des moyens de paiement. Et la troisième chose, c'est que quand on fait une transaction en liquide, en cash, on ne fait pas confiance à la banque. On fait confiance dans le système financier. Parce qu'on ne requête pas, on n'interagit pas directement avec la banque. Et donc ça, c'est les qualités du cash, c'est également de pouvoir ne pas transmettre d'informations sur quel est l'échange que l'on opère quand on envoie un billet. Oui, il y a une grande liberté et discrétion. Ni les parties prenantes de la transaction. Exactement. Et c'est ce qui est en même temps reproché par les banques et le système traditionnel, c'est le fait qu'on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe sur ce flux. Et la force des crypto-monnaies, qui se veut comme alternative à la fin du cash, parce que le cash va être programmé, sa fin, parce qu'il est cher à entretenir. Ça, c'est l'argument des banques qui lui disent que non seulement il permet des transactions illicites, parce qu'on n'a pas le contrôle sur cette transaction, mais il est cher à entretenir tant sur les ATM que sur les banques les banques de détail, qui au niveau local doivent gérer ces transactions, et de moins en moins utilisées. Et l'argument pour défendre cette fin programmée du cash, c'est qu'il y a quand même 3 millions de personnes qui n'ont pas d'accès au compte bancaire en France, et qu'on voit le succès du compte nickel, qui vient d'atteindre 2 millions d'utilisateurs, c'est-à-dire que le cash est encore utilisé. Et il y a également plus de la moitié des transactions qui se font encore en cash aujourd'hui. Et donc cette fin programmée du cash qui est voulue par les banques est opposée par une forme de résistance de par les particuliers qui l'utilisent. Et je vais donner un dernier argument, si vous me le permettez, c'est qu'en cas de défiance dans le système traditionnel, généralement, le premier réflexe, c'est de retirer son argent et d'en faire un bas de laine, et donc de cacher ses pièces et ses billets chez soi. Et c'est ce qu'on a vu encore en Malaisie récemment sur le cash out, quand on a le défaut et la défiance dans une banque, on retire son argent pour le protéger, et ça se fait généralement aux monnaies cash liquides. Et donc cette fin programmée, elle est... Le trésor sous le matelas. Exactement. Mais elle est programmée peut-être, mais est-ce qu'elle est évitable, cette fin du cash, selon vous? En tout cas, c'est souhaitable qu'elle soit évitable pour moi, parce que justement, comme l'a rappelé Adrien, le cash a des qualités que n'a pas forcément la monnaie commerciale, en tout cas la monnaie qu'on utilise dans des comptes bancaires traditionnels.
en particulier justement ce respect de la vie privée. Aujourd'hui, pour moi, c'est le point central. Alors il y a les autres points effectivement qui sont intéressants, mais pour moi le point central qui est un peu un exercice de funambule, c'est justement de trouver le bon équilibre entre préserver la vie privée et avoir un contrôle des fonds pour pouvoir faire n'importe quoi. Mais ça, en fait, le problème, c'est que quand on parle de ce sujet-là, très rapidement on se retrouve cornerisé, parce que défendre la vie privée, quand on se met du point de vue de l'industrie financière, c'est défendre, c'est la même phase, c'est deux faces d'une même pièce, c'est défendre les activités illicites. Or, en fait, j'allais dire, si on relit Émile Durkheim, on comprend très rapidement... Même si on ne peut jamais retirer autant d'argent liquide qu'on le souhaite, il y a quand même un contrôle sur Mais ça, c'est justement, ça fait partie de ce contrôle qu'on impose au cash. Par exemple, on ne peut plus payer au-dessus de 1 000 € en cash depuis 2015-2016. Tout ça, ce contrôle, ce que je voulais dire, c'est que... l'idéologie qui consiste à croire qu'on va tendre vers une société sans crime parce qu'on contrôle tous les flux financiers, c'est une idéologie en fait qui se trompe de cible, puisque une société sans crime, c'est témoin d'une seule chose, c'est qu'on est dans une société totalitaire. Parce que ça empêche la déviance, ça empêche d'être un lanceur d'alerte, ça empêche de pouvoir sortir de la loi pour la faire évoluer. Je rappelle par exemple, on a souvent parlé des réformes sociétales, l'IVG était illégal, donc on était un criminel, et aujourd'hui c'est devenu légal. Il y a beaucoup de réformes comme ça qui sont passées parce qu'il y a des gens qui sont déviants et qui font évoluer la loi. Donc, pousser vers un maximum, en fait, c'est quelque chose qui n'est absolument pas souhaitable. Donc, il faut trouver ce juste milieu où on a besoin d'une monnaie alternative qui préserve la vie privée. Mais le problème, c'est qu'en ayant ce discours, aujourd'hui, une banque ou une industrie financière traditionnelle va vous dire vous cherchez à favoriser le financement du terrorisme. C'est un peu plus compliqué que ça, et donc on a besoin de cette alternative aux monnaies bancaires traditionnelles sur compte bancaire. Alors, si on imagine que cette crypto-monnaie pourrait remplacer demain le cash avec les mêmes avantages, ça veut dire que ça change quand même des choses importantes dans le système monétaire, la crypto-monnaie. Je vais demander à Sébastien Couture de nous parler de cet enjeu-là sur la gouvernance. Qu'est-ce que change la crypto-monnaie en matière de gouvernance ? Je voudrais juste d'abord rappeler ce qu'est une crypto-monnaie. C'est un moyen de créer finalement des unités de valeur qui sont créées par des communautés. Donc, qu'est-ce qu'une monnaie? Si on reprend par exemple l'euro, c'est une unité de valeur qui s'est construite autour de valeurs communes sur un territoire transnational, qui est l'Europe, et qui est gérée par une banque centrale, la Banque centrale européenne. Les crypto-monnaies permettent de créer cette unité de valeur autour de valeurs communes. Et c'est ce qu'on a vu notamment autour du Bitcoin, qui a été créé autour à quelque part d'un rejet des monnaies fiduciaires et du système monétaire financier. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans l'éthos de l'écosystème des cryptoactifs. Donc, sur ce point-là, je pense que la crypto-monnaie va permettre de créer un nouvel écosystème. J'aime bien revenir sur ce qui s'est passé sur les 30 dernières années dans le monde, dans l'écosystème du web de manière générale. On a vu une montée des différents types de use cases, d'abord les blogs, ensuite les réseaux sociaux, ensuite le mobile. Et ce qu'on commence à voir sur l'écosystème crypto, c'est un nouvel écosystème qui est celui de la DeFi, la finance décentralisée, où on a tout un tas de cas d'usage totalement nouveaux et totalement innovateurs qui apparaissent et qui sont source de croissance, à mon sens. Décentralisé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle, parce que là où moi j'ai peut-être un peu du mal à vous suivre, c'est qu'on parle d'une monnaie qui serait une alternative au système monétaire classique, mais on dit aussi que la blockchain, c'est quelque chose qui permet de tracer. Tracer, ça veut dire suivre, et donc on n'est pas du tout dans une transparence, si on est dans une transparence des échanges, mais on n'est pas du tout dans une discrétion des échanges avec la crypto-monnaie. Justement, c'est le point d'achoppement. En fait, moi ce que je constate, c'est qu'on a, par exemple, si on fait un parallèle avec Internet. Internet, au départ, dans les années 80-90, les défenseurs d'Internet étaient les premiers à dire « Internet, c'est génial, on va pouvoir sortir du contrôle des États, on va vivre dans notre monde virtuel, plus personne ne pourra venir nous chercher dans ce monde-là. » J'en cite à lire la déclaration d'indépendance du cyberespace, par exemple, qui est plein de références là-dessus. On constate 20 ans plus tard, qu'en fait, ou 30 ans plus tard, que c'est GAFA plus NSA, on n'a jamais été autant tracé, et qu'effectivement, il y a une société de surveillance qui est en train de s'installer. On peut faire le même parallèle avec les crypto-monnaies, c'est-à-dire que la promesse initiale, c'est effectivement d'être une alternative au cash, de pouvoir préserver son anonymat, etc.
en réalité, quand on regarde, si on n'y fait pas attention, eh bien, par défaut, ça peut prendre la route d'Internet, c'est-à-dire se transformer en outil de surveillance massif, parce qu'on va pouvoir tracer toutes les transactions, on va pouvoir les remonter. On Faire du vent libertaire qu'on peut avoir au début, on va rentrer dans le rang. On va rentrer dans le potentiellement totalitaire, parce qu'on aura à la fois cette démarche-là sur l'information, c'est ce que je viens de dire sur les GAFA et la NSA, et on l'aura sur la valeur, sur l'argent, la monnaie, donc ça, ce sera dramatique. On peut encore l'éviter, ça c'est une question de qui construit l'industrie, justement, pour savoir dans quel chemin on va, mais l'entrée par exemple en bourse de Coinbase est déjà un signe, c'est qu'aujourd'hui les utilisateurs préfèrent encore la simplicité, par exemple à la décentralisation, l'anonymat, etc., parce qu'ils vont sur une plateforme qui est en soi plus chère que d'autres, par exemple. Elle est juste plus facile à utiliser, donc elle concentre les utilisateurs, et Coinbase a déjà investi dans plein de boîtes de l'écosystème, se transforme déjà en agrégateur, donc on retrouve un peu cette traçabilité, et un Coinbase donne des informations au fisc américain, par exemple, sur les transactions qui sont effectuées par leurs clients. Donc oui, c'est une alternative en soi, mais attention à comment on la construit, parce que très rapidement, on peut glisser du rêve libertaire à la dystopie totale. Mais même, vous dites une alternative en soi, même intrinsèquement, la technologie ne permet pas d'assurer une discrétion sur les transactions. Alors, il y a des moyens technologiques de créer cette distraction sur les transactions. Ce qui est important de comprendre, c'est en effet les enjeux de gouvernance. C'est-à-dire qu'on a deux propositions qui sont le socle technologique de comment on peut créer le fiat, donc la monnaie décentralisée, sur lequel les échanges se font en pair à pair. Parce que c'est ça qu'a tenté de créer Bitcoin. C'était le peer-to-peer cash system. C'était un système de pair à pair. Totalement décentralisé, aucune gouvernance finalement. Aucune gouvernance ou toute la gouvernance. Ouais. Tout le système participe Tout le monde à la gouvernance. gouverne. Ouais. Exactement. Et en fait, il y a deux alternatives aujourd'hui qui sont proposées. La première, c'est la fin du fiat, sur lequel les monnaies de banque centrale vont être remplacées. Donc on va juste optimiser la performance du fiat aujourd'hui qui sera géré par des systèmes bancaires sur une blockchain qui sera extrêmement efficiente. Et donc ça, c'est la voie que les banques centrales sont en train de prendre. Et ça sera plus efficient. Avec la naissance de l'euro numérique demain. Exactement. Et la deuxième promesse, c'est la promesse des cryptoactifs. Tout dépend en effet les paramétrages de ce système, c'est quel outil on veut créer. Et le Bitcoin est une des réponses à ça parmi les multiples cryptoactifs qui existent. Ce système qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut donner comme information quand on fait un échange. Et donc, notre avis, et mon avis, c'est que la blockchain, comme elle est considérée aujourd'hui sur les blockchains publiques comme Bitcoin, a le bon niveau de pseudonymat pour gérer un réseau de transactions sur lequel, quand on y met de l'argent, de la puissance et de la volonté, on peut tracer certaines transactions, mais en même temps, on est sur un équilibre sur lequel chacun peut échanger de la valeur de façon pseudonyme. Et donc, tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est la fin du cash va être programmée parce qu'elle va être remplacée par des choses numériques, même s'il y aura une forme de résistance, et c'est très sain. Et il faut que cette forme de résistance s'exprime dans la conception de ces nouvelles infrastructures de demain, qui soient des blockchains publiques qui permettent cette forme d'anonymat et de protection de la vie privée, parce qu'on ne veut pas donner plus de puissance à des banques centralisées qui ont déjà beaucoup de puissance et d'informations et qui sont aujourd'hui contestées dans leur modèle. Ça change en fait l'équilibre des forces quand même, hein. Même si on n'est pas sur un tout libertaire, le champ des possibles est quand même nouveau sur le système monétaire. En fait, on offre une alternative. Voilà. C'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que demain, Bitcoin existera ou d'autres crypto-monnaies, on n'est pas forcé de les utiliser. Par contre, ça offre une alternative, ce qui veut dire que si on veut sortir du système financier traditionnel, on le pourra. Et les banques ont tout intérêt justement à se positionner comme agrégateur de services dans ce nouvel écosystème, comme prestataire de services, etc., plutôt que essayer de fermer, parce qu'en fait ça ne marchera qu'un temps. Et celui qui prend du retard aujourd'hui parce qu'il ferme, demain il aura un retard qu'il sera incapable de rattraper. On le disait tout à l'heure, la valorisation et les clients de Coinbase le montrent. C'est un écosystème qui demain en fait ne sera peut-être pas le petit pousset quand on regardera. Sébastien Couture, vous comprenez quand même cette position du système actuel des acteurs de la finance qui s'inquiètent peut-être de perdre une souveraineté ? Oui, je le comprends. Après, ce qu'il faut aussi voir, c'est le long terme. Ce qu'on observe, c'est une tendance qui va vers des systèmes financiers et des monnaies sur blockchain publique. Cette tendance, elle est là, elle est haussière depuis 10 ans. Et si la France et l'Europe demain veulent garder leur souveraineté, justement, il faut aller à bras ouverts vers les cryptos, je crois, puisque sinon ce seront les Américains qui prendront l'avance. Et ils ont déjà de l'avance. Si on prend par exemple le marché des stablecoins, qui sont des crypto-monnaies qui gardent une valeur stable vis-à-vis une monnaie fiduciaire comme le dollar US ou l'euro,
ils ont tout le marché. Enfin, le dollar US sur le marché des stablecoins, c'est quasiment 100% du marché. Alors oui, il y a des projets européens, notamment l'UG, qui est porté par des Français, mais il faut que l'Europe se rende compte des enjeux géopolitiques et stratégiques autour de les cryptos. Sinon, on va se retrouver, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver dans 10 ans avec une posture similaire de celle autour des GAFA aujourd'hui, c'est-à-dire une posture défensive et non pas une posture forte avec une industrie compétitive. Alors que j'imagine on a tous les moyens pour y arriver. En France, on est plutôt très très bon en programmation et en blockchain, plutôt pas en retard pour l'instant. Non, on n'est pas en retard. Et Sébastien disait quelque chose de très juste. C'est que le vrai débat, c'est comment on va faire pour créer cette infrastructure numérique, avec ce cash numérique qui va arriver. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que cette infrastructure... Vous appelez ça le cash numérique même. C'est comment le cash va se transformer dans un monde numérique, avec ses alternatives. Et en fait, ce cash, cette monnaie, c'est de la géopolitique. C'est-à-dire que derrière, il y a des politiques monétaires et des politiques économiques. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, de par les politiques monétaires qui sont décidées, on y arrive à des réflexions sur lesquelles on pourrait avoir des taux d'intérêt négatifs sur les comptes bancaires. C'est-à-dire que ça coûterait de l'argent d'avoir de l'argent sur les comptes bancaires. Et il y a des papiers excellents, dont des papiers du FMI, que je conseille à ceux qui nous écoutent, qui expliquent que ça pourrait généraliser cette pratique, et ça permettrait d'avoir des politiques monétaires intelligentes, parce qu'on pourrait créer beaucoup de monnaie, mais cette monnaie ne serait pas forcément pas consommée, parce qu'il y aurait un taux d'intérêt négatif, donc on incite à la consommation comme ça. Et donc on peut en créer beaucoup. Et en fait, ces politiques monétaires, aujourd'hui on en voit le risque, c'est-à-dire qu'on voit cette bulle financière qui est en train d'arriver. La valorisation du CAC 40 n'a jamais été aussi élevée alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Et cette alternative qu'on peut construire de cash numérique, elle doit prendre en jeu, prendre en compte ces enjeux pour faire en sorte qu'on n'a pas ces politiques monétaires dangereuses qui seraient presque totalitaires parce qu'on n'aurait pas le choix d'utiliser ces systèmes bancaires sur lesquels se basent ces politiques monétaires. Et donc ça, c'est aussi un enjeu de souveraineté et de vision qu'on a de comment doit se comporter la monnaie et qui choisit ces politiques de gouvernance monétaire. Et pour ça, j'ai envie de dire qu'il faut surtout que ce soit simple, hein, parce que dans ce monde numérique contrôlé en grande partie par les GAFAM et les BATX demain, il y a quand même des espaces qui ont fonctionné, des espaces collaboratifs. Je pense à Wikipédia, dont on a célébré l'anniversaire, mais parce qu'il y a une facilité d'accès et d'usage. Donc peut-être que l'enjeu est là aujourd'hui, si on veut que cette alternative garde tout son poids. Merci beaucoup pour vos explications. Merci à Sébastien Couture d'avoir été avec nous en visio, directeur de la communication à l'ADAN et animateur du podcast Epicenter pour tous ceux qui veulent en savoir plus. Merci aussi à Adrien Hubert, directeur général de SmartChain, qui m'a convaincu de faire ce sujet sur le cash numérique. Et merci à Alexandre Tchatchenko, directeur blockchain et cryptoactif chez KPMG France. Bravo d'ailleurs pour ce rachat. Merci. Juste après la pause, on reprend notre saga sur les studios de jeux français, avec notamment un focus sur Quantic Dream et les jeux narratifs.